Je me sens une fille veillante. Genre, je veille sur mes enfants. Je passe du temps avec eux à table, je revois les devoirs, je les accompagne. Alors lundi, c'est équitation pour l'un, foot pour l'autre. Mardi, c'est clarinette. Mercredi, c'est foot. Et le samedi, je vais voir certains matchs. Je veille aussi sur Nicolas, mon chéri. Lorsque les enfants sont couchés, eh bien, il a son moment à lui. Enfin, si les piles, elles ne sont pas complètement à plat. Je veux que tout le monde se sente bien. Eux, ils savent qu'ils peuvent compter sur moi. Ça me semble normal. Au travail, j'ai des objectifs, je mets en place des actions pour les atteindre. Je veille à assurer la rentabilité du secteur. J'accompagne les équipes, je les écoute, je veille sur elles. En tout cas, je fais de mon mieux. Ça me semble normal. Surtout dans une entreprise comme Le Roi, de par sa bienveillance. Voilà pourquoi ma vie, je la conçois en veillant toujours sur les autres. Alors, ce n'est pas la seule raison. C'est aussi parce que je connais le ressentiment de savoir qu'on ne compte pas. Mes parents se sont séparés quand j'avais 2 ans. Au début, mon frère et moi, on voyait notre père un week-end sur 2. Et puis quand j'ai eu 7 ans, il a disparu. Au fil des années, il nous a abandonnés. Plus de nouvelles. Il ne veillait plus sur nous. En même temps, quand il était là, il n'était pas vraiment présent. Il ne faisait pas attention à moi, ne me regardait pas, ne me considérait pas. C'est hyper important pour une petite fille, le regard de son papa. Inconsciemment, j'ai eu le sentiment d'être sans intérêt, transparente. Depuis, j'ai toujours l'impression qu'il faut que j'en fasse toujours plus pour qu'on me porte de l'attention. Une certaine forme de reconnaissance. Au travail, au contraire, je me sens valorisée, reconnue pour ce que je fais, pour ce que je suis. Ce que Le Roi a de bienveillant, c'est qu'il a conscience de ma valeur et il veille sur moi. Au moment de mon divorce, l'avocat de mon ex a pointé du doigt les horaires de la grande distribution pour obtenir la garde des enfants. Heureusement, Emmanuel, mon manager de l'époque, m'a soutenue. Jen, si tu as besoin d'aller chercher tes enfants tous les jours à l'école pour leur prouver le contraire, eh bien alors vas-y, fais-le. Au-delà de ce soutien, il m'a accompagnée. Il m'a écoutée. Il a senti que pour moi, le travail, c'était le moyen pour rester debout. Il a compris ce dont moi j'avais vraiment besoin. Je le remercierai jamais assez pour toute l'exigence, pour sa bienveillance, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Ce que Le Roi a de bienveillant, c'est qu'il prend soin de moi. Le 19 août 1999, j'ai perdu mon frère dans un accident de travail. J'allais avoir 18 ans, il en avait 20. Après ça, plus rien ne me semblait grave. Ça m'a donné une certaine force, une attitude hyper positive face à la vie. D'ailleurs, je me souviens, j'ai un collègue, un super collègue, lorsque je suis arrivée chez Le Roi, qui m'a surnommée Madame Tout Sourire. Eh bien, cette force, je la tiens de ma mère, à la mort de mon frère. Je ne l'ai jamais vue pleurer, je l'ai toujours vue rebondir. Ça m'a construit,
Il y a quelque chose en moi qui s'est endurci, comme un roc solide que rien ne peut ébranler. Il faut que je tienne bon, que je sois forte, être un pilier sur lequel les autres peuvent s'appuyer. Quand on part de là, qu'on n'a jamais vu sa mère pleurer, et qu'on s'appelle Madame Tout Sourire, bien autant vous dire, c'est pas facile d'être triste. Or la tristesse, comme toutes les émotions, a une fonction. Elle nous force à nous arrêter, pour qu'on n'ait plus le choix. Elle nous oblige à nous poser, à regarder ce qui se passe à l'intérieur. Elle nous invite à l'introspection. L'introspection, c'est un acte bienveillant. Et avec ce regard croisé, le roi Merlin, on m'a offert l'opportunité de me poser et de réfléchir sur moi. Réfléchir sur soi, c'est accepter que le roc a une faille. Alors une jolie faille qui laisse passer la lumière. La faille des émotions. Ce sont les émotions qui nous rendent humains, qui font qu'on n'est pas vraiment un roc et qu'on ne reste pas de marbre. Dans les émotions, il y a la joie, la peur, la colère, la tristesse. On les confond parfois. Quand on pleure, par exemple, beaucoup pensent qu'on est triste et fragile. Mais pas du tout. Moi, je pleure de colère. Ça m'est arrivé il y a quelque temps. Avec les collègues, on s'était fixé une date pour aller ranger un local. Tous ensemble. Alors le jour J, sur 9, alors déjà on n'était que 4, puis 3, puis 2, et j'ai fini seule. Et là, il y a quelque chose en moi qui s'est installé, le ressentiment. C'est pas grave, ça va passer. Et puis, quasi une semaine plus tard, je les entends, mes collègues. Alors ça partait d'une bonne intention. Bon allez, on prend tous un moment, on y va tous ensemble et on en finit ce local. Sauf qu'à ce moment-là, moi en l'occurrence, j'avais prévu autre chose. Alors j'ai commencé par dire non. Mais une réflexion m'a fait ressentir que je n'étais pas collective. Et c'est là que le ressentiment s'est aggravé. Moi, pas collective, je ressassais. Moi, pas collective, j'étais verte. Et puis j'ai croisé mon collègue Arnaud, de la logistique, qui a bien vu que quelque chose n'allait pas. Arnaud, il veille sur moi. Et merci à lui. J'ai essayé de lui expliquer ce que je ressentais. Et puis je me suis mise à pleurer. Mais pas de tristesse, de colère. J'étais fâchée. J'étais fâchée d'avoir été l'une des seules à respecter le rendez-vous initial. J'étais fâchée qu'on pense que je ne suis pas collective, alors que justement, je fais toujours passer le collectif avant moi. J'étais fâchée contre moi, en fait, parce que je ne m'étais pas respectée, parce que je n'avais pas su faire ce qui était bon pour moi. Et voilà, le roc a craqué. Une fois de plus, j'ai compris que je faisais toujours passer les autres avant moi. Et oui, je fais toujours passer les autres avant moi. Quand à 18h, Nat, qui vient de se séparer, vient me raconter ses nouvelles rencontres amoureuses, je reste, je l'écoute. Alors que cette heure, j'avais prévu de la prendre pour moi. Vous savez, pour aller à la salle de sport où je suis inscrite depuis des mois et où j'ai dû mettre les pieds 2 ou 3 fois. C'est plus facile de me dire qu'ils en ont besoin que de savoir ce dont moi j'ai vraiment besoin. C'est plus facile et en plus, c'est valorisant. Être à l'écoute des autres, en empathie. Alors que penser à moi, se donner la priorité, voire même penser avant
de passer avant ses propres enfants, c'est moins bien vu forcément. Pourtant, Nicolas, mon chéri, me le dit. Jen, c'est bien, t'as encore été emmener les enfants au foot, au cinéma. Mais moi, j'aurais pu le faire. Et toi, t'aurais pu prendre du temps pour toi. Et ouais, il a raison, encore une fois. Il veille sur moi aussi, Nico. En fait, à vouloir toujours prendre soin des autres à tout prix, eh bien en fait, on leur en fait payer le prix. Le prix du ressentiment gardé, amplifié et qui ressort en colère. Dernièrement, ma collègue Séverine, du service client, m'a fait prendre conscience de quelque chose. En sortant du boulot un soir sur le parking, elle vient me voir. Jen, j'ai besoin de t'exprimer mon ressenti. Ah, waouh! Un ressentiment, ça s'exprime et c'est un besoin. Oui. Et c'est un acte bienveillant envers soi. Finalement, la bienveillance envers soi, c'est être ouvert à ce qui est en nous. C'est reconnaître ses émotions, les accepter, les partager. C'est dire oui à nos aspirations, à nos besoins, à nos intentions. C'est dire non à ce qui nous contrarie, se protéger. C'est accueillir avec douceur tout ce que l'on est. Désormais, quand je sens le ressentiment s'installer, je me respecte. En m'arrêtant, en m'observant et en exprimant ce que je ressens. Je suis bienveillante. Je veille enfin sur moi. Merci.